soit vous anéantissez l'adversaire, soit vous discutez avec lui et vous trouvez un compromis. En France, aujourd'hui, on ne peut parler de rien. Vous prononcez le mot immigration, vous êtes un raciste. Mais restons Vous dites, il y a un problème dans les banlieues, oh là là, vous êtes d'extrême droite. Et vous dites, attention, c'est grave. On est en guerre aujourd'hui avec une puissance nucléaire, et là, vous êtes accusé d'être un suppôt de Poutine. Donc votre solution... Comment on sort de ça? Je dis, arrêtez de parler d'acheter des avions, des munitions, des chars. Il faut trouver une solution qui préserve les intérêts naturellement de l'Ukraine. Personne, et surtout pas moi, ne veut laisser tomber l'Ukraine, comme je n'ai pas laissé tomber la Géorgie, mais qui fait comprendre aux gens que la Russie ne déménagera pas, Poutine ou pas Poutine. Mais si on arrête de fournir des armes à l'Ukraine, l'Ukraine va perdre la guerre, c'est l'évidence. La question n'est pas là. Ah si, elle est centrale. Non, monsieur. S'il n'y a plus d'armes, la défaite est certaine. Parfait. Il y a un conflit avec l'une des grandes puissances nucléaires du monde, au cœur de l'Europe. On parle de 500 000 morts. Tous les va-t-en-guerre des plateaux de télévision, ils font la guerre avec qui? Avec la vie des jeunes Ukrainiens et des jeunes Russes. La question, comment on aide l'Ukraine? Je dis qu'il faut discuter. Et que la question de faire rentrer l'Ukraine dans l'OTAN, eh bien, elle aggravera la situation. Que par ailleurs, lorsque j'entends proposer que l'Ukraine rentre dans l'Europe, ça me rappelle ce que j'entendais sur la Turquie avec l'Europe. François Hollande et Jacques Chirac s'étaient mis d'accord pour la faire rentrer. À l'arrivée, je m'y suis opposé. Ce n'est pas la solution. La solution, c'est de discuter, que des gens raisonnables se mettent autour de la table, qu'on donne des garanties de sécurité à l'Ukraine et qu'on engage une discussion pour voir au moins si on peut s'en sortir autrement qu'en néantissant soit l'Ukraine, soit la Russie, ce qui ne se produira pas d'ailleurs. Dans votre livre, vous dites que Vladimir Poutine a commis une faute. Pourquoi ne dites-vous pas clairement qu'il a commis un crime? La Cour pénale internationale poursuit Vladimir Poutine pour crime de guerre. Ça n'est écrit nulle part dans votre livre. Non. Monsieur Poutine est coupable. Il a commis une grave faute. Un crime? J'entends qu'on dit Poutine, c'est Hitler. Mais alors dans ce cas-là, si c'est Hitler, il faut aller le chercher à Moscou. Sinon, il faut discuter. Parce que, monsieur Boulot, il y a quelque chose qu'il faut comprendre. On ne se réconcilie qu'avec ses adversaires. Parce que si vous vous réconciliez avec vos amis, il n'y a pas de solution. Mon analyse, c'est que le monde et l'Europe dansent au bord d'un volcan. Ça peut déraper à chaque instant. Il y a eu assez de morts, et il me semble que la voie de la diplomatie et de la discussion n'a pas été utilisée jusqu'au bout, et qu'il convient maintenant de l'utiliser. Vous parlez également dans votre livre, concernant la France, de l'autorité, ou plutôt du délitement de l'autorité. On a vu cet enfant de 10 ans à Nîmes, victime collatérale de règlement de compte entre dealers. Et vous dites, il faut des forces de l'ordre. Quand vous étiez président, vous avez baissé le nombre de policiers et de gendarmes, moins 13 000 en 5 ans. Et d'ailleurs, le président Macron vous le rappelle aujourd'hui dans une interview au Point. Il dit, ceux qui parlent de régaliens ont baissé les effectifs des forces de l'ordre. Ça vous concernait? Écoutez, il a tout à fait le droit de penser ça. Mais je vais vous répondre très simplement. J'ai eu à être confronté avec 2 crises internationales. Des déficits considérables. Il fallait réduire les dépenses de l'État. Il le faut toujours. On a engagé plus d'1 million de fonctionnaires depuis 1991. Je n'ai pas le souvenir qu'en 1991, la France n'était pas administrée. La sécurité, je vais vous le dire, n'est pas une question d'effectifs. C'est une question d'autorité. Vous faites, vous, beaucoup plus de mal à l'autorité lorsqu'à longueur d'émission, on met sur le même plan la violence des casseurs et la violence supposée de la police. Ce n'est pas notre cas. Non, mais bien sûr, c'est jamais le cas de celui à qui l'on parle. Lavez-vous les mains, vous n'êtes pas mis en cause. Je vous dis simplement que cette question de l'autorité, qui a été gravement mise en cause au moment de 1968, dont nous ne cessons de payer le prix. Vous pouvez mettre tous les policiers que vous voulez. Si les policiers ne sont pas respectés, et si on continue à employer le vocabulaire faux de violence policière, la police a la force à sa disposition de la République. S'il y a une bavure, il faut la sanctionner. Mais que la police utilise la force lorsqu'elle est attaquée comme elle est attaquée, y compris dans le drame qui a emporté la vie de ce jeune homme
Et naturellement, tout le monde est désolé. Mais quand vous êtes à un contrôle de police, qu'à 2 reprises, on vous demande de vous arrêter, vous devez vous arrêter. C'est ce qu'on appelle l'autorité. Et vous vous arrêtez pas parce qu'il y a 8 policiers ou un seul policier. Vous arrêtez simplement parce que le titulaire de l'ordre républicain vous demande de vous arrêter. Et c'est là le problème. Alors, la question des effectifs, si vous croyez que la France a les moyens de continuer à dépenser toujours plus, alors on n'a pas la même analyse de la France. Dans quelques semaines, je voudrais qu'on aborde un autre sujet. Dans quelques semaines, le gouvernement va présenter un projet de loi sur l'immigration. Il y a une mesure à laquelle votre camp, la droite, est opposé, qui est l'octroi d'un statut de titre de séjour à des étrangers qui rempliraient des métiers que les Français n'occupent pas aujourd'hui, des métiers en tension. Est-ce que c'est une bonne mesure ou pas? Est-ce que vous l'approuvez? Si vous me le permettez, n'employez pas à mon endroit l'expression de camp. Vous l'employez beaucoup, mon camp, non, vous dites j'aime mon camp et j'y appartiens. J'aime ma famille. Votre famille? Oui, c'est pas la même chose. Hein? Si vous me citez, soyez gentil de me citer exactement. La famille, c'est autre chose. Mon seul camp, c'est celui de la France. Et si j'ai choisi à la dernière présidentielle de soutenir M. Macron, c'est parce que, comme Raymond Aron, je fais mienne sa citation, la politique, c'est le choix entre le détestable et le préférable. Je ne voulais pas de M. Mélenchon, je ne voulais pas de Mme Le Pen, et c'était évident qu'il fallait soutenir M. Macron. C'est ça le choix de la politique. Alors après, sur l'immigration, je vais dire une chose qui peut-être va choquer. La crise migratoire n'a pas commencé. Le pire est à venir. Pourquoi? Parce que l'Europe est en déclin démographique. Dans 30 ans, l'Europe sera à 450 millions d'habitants. Et dans 30 ans, l'Afrique sera 2,5 milliards d'habitants, dont 50% auront moins de 20 ans. Nos destins sont liés, quelles que soient par ailleurs les injustices à l'endroit de la France. Nous devons aider au développement de l'Afrique. Nous devons renforcer nos liens avec l'Afrique. Et l'immigration ne peut pas continuer comme cela. Il faut de toute urgence installer des centres de traitement dans les pays africains des demandes, et tout étranger qui aura franchi sans avoir un dossier en ordre la Méditerranée sera renvoyé chez lui. L'immigration est un sujet majeur qui provoque beaucoup d'inquiétudes chez les Français. On peut dire ça et n'être en rien ni un xénophobe, ni un raciste, ni un membre de l'extrême droite. Un mot sur Emmanuel Macron. Vous dites dans votre livre, j'ai voté pour lui en 2022, sans enthousiasme enflammé pour le personnage. Non. Ça veut dire quoi? Pourquoi pas? Pourquoi... J'ai pas dit ça. J'ai dit que j'ai voté pour lui et que si c'était à refaire, je le referais. Sans enthousiasme enflammé. Je vous dis, sans enthousiasme, pour son bilan ou son projet. Et je trouve qu'on s'entend bien. Mais il y avait un choix à faire. Et pour moi, il était le rempart face à l'extrême gauche et face à l'extrême droite. Face au Front National ou au Rassemblement National. Si c'était à refaire, je le referais. Est-ce à dire qu'on est d'accord sur tout? Non. Il a ses convictions. Vous me dites que dans le point, il me fait ce reproche. Je n'ai pas de reproche à lui faire. On est dans un pays où on a le droit de débattre. Il vient de la gauche. Je n'ai jamais été de gauche. Et pourtant, je l'ai soutenu parce que j'ai estimé que c'était l'intérêt de la France. Et je pense d'ailleurs que ma famille politique, je suis très attaché à ceux qui m'ont fait confiance, qui est un parti de gouvernement. Quand on est un parti de gouvernement, on ne joue jamais la politique du pire. Parlons de quelqu'un qui appartient à votre famille politique, Gérald Darmanin. Vous sortez du bois, en quelque sorte, et vous dites, voilà, je pense que cet homme, Gérald Darmanin, a les qualités pour être candidat et possiblement élu président de la République en 2027. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Pourquoi lui et pas les autres? C'est quelqu'un que j'aime beaucoup, qui a été avec moi d'une grande fidélité. J'apprécie ses origines modestes. J'apprécie le fait qu'il n'est pas formaté, comme tant d'autres, par les grandes écoles. Après, est-ce qu'il sera un jour candidat? C'est lui qui en décidera. Est-ce qu'il sera un jour élu? Mon Dieu, c'est encore dans si longtemps. D'ici là, il y a encore 4 ans. Essayons de voir avec le président de la République actuel ce qu'il est possible de faire. Est-ce que ce serait le bon rempart contre Marine Le Pen? Il y a une chose qui est sûre, c'est que le seul rempart efficace contre Marine Le Pen, le seul, il n'y en a qu'un seul, c'est d'avoir un candidat de la droite républicaine qui est capable de fédérer les éléments de droite qui sont dans la majorité de M. Macron et les éléments de la droite qui sont dans l'opposition. Sans unité entre ces deux camps, rien ne sera possible.
Et ce que je peux vous dire, c'est qu'en 2012, Madame Le Pen n'a pas voulu choisir entre M. Hollande et moi. Parce que Madame Le Pen savait très bien que j'étais l'obstacle sur la route du Rassemblement national. Et il faudra créer les conditions de ce rassemblement. Mais vous n'êtes pas du tout impitoyable à son égard. Vous dites même qu'elle a progressé, Marine Le Pen. Progressé, elle est éligible, elle a les qualités pour être éventuellement présidente, même si vous n'êtes pas de son bord. Non, c'est pas... Vous ne la disqualifiez pas, c'est ça que je veux vous dire. Non, ce qui est insupportable, c'est de reprocher au Rassemblement national, qui m'a toujours combattu et que j'ai toujours combattu, c'est de lui reprocher de ne pas être dans le cadre de la République. Un parti qui présente des candidats aux élections et qui a un groupe parlementaire d'une centaine de députés, comment peut-on dire qu'ils ne sont pas républicains? Et je n'aime pas ce procès systématique en extrême droite, ces leçons de morale. Moi, je ne suis pas pour Mme Le Pen, parce que je pense qu'elle n'a pas l'expérience, qu'elle n'a pas l'équipe et qu'elle n'a pas le projet. Son projet économique est détestable. C'est le projet de la gauche d'il y a 30 ans. Il faut augmenter le SMIC, il faut mettre la retraite à 60 ans. Donc, jamais je ne voterai pour elle. Mais le procès en illégitimité me semble injuste et insultant pour les millions de gens qui votent pour elle. Et après tout, si la République lui permet de se présenter et de présenter des candidats, c'est que la République considère qu'elle est compatible. À l'automne prochain, vous allez comparaître en appel dans le cadre de ce qu'on appelle l'affaire Big Malion. En mai dernier, vous avez été condamné en appel à 1 an de prison ferme, port du bracelet électronique, 3 ans de privation de droits civiques dans une autre affaire, celle des écoutes téléphoniques. Vous allez faire un recours en cassation. Si la cassation, si le tribunal confirme cette peine, vous l'accepterez? Non, c'est une affaire, pardon, c'est très difficile d'en parler en quelques secondes, j'en perds toute télévision, mais d'abord, je veux dire aux Français que moi j'ai toujours assumé mes responsabilités. Toujours. Je suis l'homme qui a été le plus inspecté, étudié, contrôlé. Rien, vous m'entendez? Rien de probant n'a été trouvé contre moi. Ça m'a fait perdre les élections. Ça ne me fera pas perdre mon honneur. Et s'il faut aller devant la Cour européenne des droits de l'homme pour faire triompher la vérité, j'irai. C'est une question de ténacité et je n'en manque pas. Mais si la Cour de cassation vous condamne, donc vous irez au-delà. Non, mais vous ne vous contenterez pas de ce jugement-là. Je suis un justiciable qui n'est pas au-dessus des lois, mais qui n'est pas en dessous. Je n'ai rien à me reprocher. Je n'ai pas détourné un centime. J'ai payé mes impôts. J'ai été contrôlé. Ma femme a été contrôlée. Mes enfants ont été contrôlés. Rien n'a été trouvé. Donc, je me bats. C'est un long chemin. C'est une épreuve. Je ne me plains pas. Mais permettez-moi de vous dire, je ne baisserai pas la tête pour des choses que je n'ai pas commises. Je n'ai jamais trahi la confiance des Français. Vous avez confiance dans la justice de votre pays? Parce que vous avez des mots très durs pour les magistrats. Hier, des petits pois. Aujourd'hui, vous appelez des excellences. Non, ce n'est pas exact. Je dis dans mon livre des faits. Et lorsque un criminel qui a déjà violé et tué est libéré sans aucune garantie, je dis que ça ne peut pas rester sans conséquence et que les responsabilités doivent être tenues et désignées. Ce n'est pas une insulte, c'est la démocratie. De la même façon, j'ai été ministre de l'Intérieur quand Colonna a été arrêté. C'était mon devoir. Mais je n'ai pas accepté, quel que soit l'horrible crime de M. Colonna, je n'ai pas accepté qu'il soit assassiné dans une prison française sans qu'il n'y ait aucune conséquence. Vous savez, la démocratie, c'est des débats puis des votes. Et après les votes, c'est des responsabilités. Aujourd'hui, vous êtes encore très actif. Chaque page de ce livre le prouve. Vous donnez des conseils. Vous êtes présent dans le monde de l'édition, de la presse. Vous êtes membre du conseil d'administration du groupe Lagardère, lui-même propriétaire d'un journal, le Journal du Dimanche, qui a traversé la plus longue grève de son histoire. Une grande partie des journalistes s'apprêtent à quitter ce journal. Est-ce que cette situation vous navre? Est-ce que vous la déplorez? Non, ce que je déplore, c'est les procès en sorcellerie qui sont faits pour le nouveau directeur du JDD ou pour le futur propriétaire du groupe Lagardère et du JDD. Vous savez, la presse française ne risque pas d'avoir un excès d'engagement à droite. Le propriétaire de ce journal, c'est Vincent Bolloré. Oui, Vincent Bolloré, qui est un homme pour qui j'ai de l'amitié et de l'admiration, qui fait honneur à l'économie française, qui a le droit d'avoir des convictions. Et qui ne défend... Mais écoutez, quand tant de journaux sont engagés à gauche, est-ce qu'on n'a pas le droit d'avoir un journal qui soit engagé au centre droit?
Est-ce que c'est ça qui est choquant? Au nom de quoi?